Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Troisième et dernière phase du dialogue intermalien, lancé le 6 mai, ces discussions qui se tiennent désormais à l'échelle nationale se tiendront jusqu'au 10 du même mois. Des consultations axées sur la paix et la réconciliation nationale. Le gouvernement guinéen entame le dédommagement des sinistrés 5 mois après l'explosion du dépôt de carburant de Kaloum. Explosion après laquelle un important incendie s'est déclaré dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Au moins 13 personnes sont décédées. Et puis la mise en œuvre progressive de la couverture santé universelle au Cameroun, un système entré en vigueur en avril 2023 et qui favorise l'accès aux soins. Mais tout d'abord, le coup d'envoi ce 8 mai de la campagne électorale en vue des élections législatives à Madagascar. Jusqu'au 27 du même mois, les candidats devront se mobiliser pour rassembler davantage de partisans. Les électeurs seront ensuite appelés aux urnes le 29 mai pour élire 163 sièges à l'Assemblée nationale. Ils auront le choix parmi 473 candidats. Sur cette liste figurent plusieurs ministres, dont celui de l'Intérieur, Justin Tokli. Des élections aux enjeux importants pour le parti au pouvoir qui ambitionne de conserver sa majorité au sein de l'hémicycle. Le dialogue intermalien est entré ce lundi dans sa troisième et dernière étape. Les discussions se tiennent désormais à l'échelle nationale et ce jusqu'au 10 mai. Elles doivent aboutir à des recommandations finales pour assurer la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national malien. Plus de précisions dans ce sujet de Gladys Mambar. La troisième et dernière phase du dialogue intermalien est lancée. Les discussions ont débuté le 6 mai et se tiendront pendant 5 jours. Sous l'égide du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Objectif affiché, aboutir à des recommandations finales devant permettre la restauration de la paix au Mali. Ces conflits de diverses natures se sont ainsi entremêlés pour faire de notre pays une terre constamment endeuillée. Les solutions préconisées par la communauté internationale ont plutôt contribué à élargir les zones de tension pour toucher une grande partie du territoire. Pire, il est apparu que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour assurer l'unité nationale répondaient à un agenda contraire aux intérêts du peuple malien. 5 mois après le rejet de l'accord de paix d'Alger signé en 2015, c'est donc seul que l'État malien veut prendre son destin en main, sans interférence étrangère. C'est ainsi que, dans un sursaut de dignité, le peuple malien a décidé de reprendre son destin en main et de reconquérir l'ensemble de son territoire. La reprise de Kidal et des autres villes du Nord ont été une illustration parfaite de ce nouvel état d'esprit. Les Maliens ont alors compris que la paix tant espérée était désormais à leur portée. Dans la dynamique patriotique et salvatrice ainsi enclenchée, nous avons décidé que les Maliens se retrouvent entre eux, sans intermédiaire, pour dessiner une nouvelle architecture de la paix et la réconciliation nationale. Si le dialogue se veut national, il n'est pas pour autant inclusif, car ni les groupes rebelles du Nord signataires de l'accord de paix de 2015, ni le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIB, lié à Al-Qaïda, ont été conviés. Quant aux partis politiques maliens, ils ont décidé, dans leur quasi-totalité, de boycotter ce dialogue après la suspension de leurs activités, décidée par la junte au pouvoir le 10 avril dernier. Le Front de libération du peuple du Tigré riposte après les accusations portées par les forces de soutien rapide. Les FSR accusent le TPLF de combattre aux côtés des forces armées soudanaises contre qui elles sont en guerre depuis plus d'1 an. Des allégations fermement rejetées par les autorités tigriennes. Selon elles, les paramilitaires cherchent à internationaliser ce conflit pour obtenir davantage de soutien. Cher Omar Kamar. L'administration intérimaire du Tigré a fermement rejeté ce qu'elle qualifie d'affirmation sans fondement des forces de soutien rapide RSF, accusant les forces du Front populaire de libération du Tigré TPLF de participer au combat de la société civile soudanaise en collaboration avec les forces armées soudanaises SAF. Le gouvernement tigréen nie avec véhémence toute implication dans ces activités.
Dans une déclaration datée du 6 mai 2024, le gouvernement intérimaire du Tigré a officiellement répondu aux allégations formulées par RSF, affirmant que ces déclarations semblent viser à renforcer le soutien international à la campagne de guerre contre leur SAF en internationalisant la tragique situation de guerre civile. Le soutien présumé du gouvernement intérimaire érythréen aux forces de soutien rapide du général Dagalo peut s'expliquer par trois hypothèses. Première hypothèse, c'est qu'en Afrique, les frontières étant poreuses, il n'est pas exclu qu'à titre individuel, certains Érythréens puissent rejoindre la rébellion soudanaise et qui ont une certaine expertise pour avoir été formés jadis par le gouvernement central soudanais. En outre, le communiqué de l'administration a indiqué que les allégations de RSF, selon lesquelles les combattants du TPLF auraient participé à la guerre civile soudanaise, ne reposent sur rien d'autre qu'une imagination féconde. La deuxième hypothèse, c'est que c'est le Soudan qui répand ces bruits pour amener l'Éthiopie à intervenir contre les forces du général Dagalo, vu que le principe l'ami de mon ennemi, c'est aussi mon ennemi, et que si les Soudanais se mettaient avec les Tigréens, donc le gouvernement éthiopien aurait des raisons légitimes d'intervenir. Troisième hypothèse, c'est que ce sont effectivement, et à juste titre, les forces de soutien rapide qui l'affirment publiquement pour montrer que dans le jeu d'alliance qu'il y a dans la région, ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent compter sur une base arrière assez solide, c'est-à-dire le gouvernement intérimaire tigréen, et qu'on doit compter avec cette donne lors des négociations à venir, parce qu'il y a quand même un jeu d'alliance qui s'établit dans la région et chacun est en train de compter publiquement ses soutiens. Selon les Nations Unies, à la fin de 2023, environ 12 000 civils avaient perdu la vie dans la guerre civile au Soudan, même si le nombre réel de morts semble être nettement plus élevé. En outre, près de la moitié des 49 millions d'habitants du Soudan ont cruellement besoin d'une aide humanitaire. 5 mois après l'explosion du dépôt de carburant de Kaloum en Guinée, les sinistrés vont être dédommagés. Un plan de dédommagement qui a fait l'objet d'une réunion le 6 mai entre le Premier ministre Amadou Riba et le comité de gestion de crise. Parmi les engagements pris par l'État, le versement à chaque locataire de 2 500 000 francs guinéens sur une période de 7 mois. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Nabila Kamara. Le gouvernement guinéen, à travers la primature, a entamé lundi 6 mai 2024 le processus de dédommagement des sinistrés de Corentin, victimes de l'explosion du principal dépôt d'hydrocarbures du pays à Kaloum, dans la commune administrative de la capitale Conakry. Cette première étape concerne les primes de transport ou de déplacement qui varient entre 1 et 2 millions de francs guinéens, soit respectivement la valeur de 108 € et 216 €. Comme il était question de faire des accompagnements par rapport aux frais de transport, 1 million pour les locataires et 2 millions pour les concessionnaires, c'est ce qu'on est en train de faire. L'explosion, c'est depuis le 17 décembre. Ça fait 4 voire 5e mois. Donc, s'il n'y a pas d'acte posé, ça peut affecter. Et ils vont dire que l'État ne fait que mentir de gauche à droite, mais un tel acte posé peut soulager. Outre ce montant, il est également prévu par l'État guinéen de prendre en charge les frais de loyer à hauteur de 2 500 000 francs guinéens par mois, soit 270 € pendant 7 mois pour les 322 ménages qui étaient en location et pour les 55 concessionnaires répertoriés, un montant de 2 500 000 francs guinéens par mois, soit 270 € pendant 2 ans. Résultat des accords conclus entre le gouvernement et les différentes parties en attendant la reconstruction post-incendie. C'est un début de dédommagement, comme je vous ai dit, c'est un processus. Aujourd'hui, quand on dit on va reconstruire Kaloum, ce n'est pas au bout de 1 mois ou 2 mois. De sorte qu'on a projeté au bout de 24 mois, le site qui a été victime, on pourra finir la reconstruction. Ça, ce n'est qu'un début et nous allons continuer à travailler avec eux parallèlement jusqu'à toute la population qui a été victime et soit relogée. À travers ce geste, le gouvernement guinéen tente ainsi de rassurer les sinistrés. Pendant ce temps, les travaux sont en cours avec l'appui d'une banque de la place pour l'ouverture de comptes bancaires pour chaque sinistré afin qu'ils reçoivent les 10 montants et pouvoir déménager.
C'était le 12 avril 2023. Le Cameroun lançait à cette date la phase 1 de la couverture santé universelle, un projet financé par l'État à hauteur de 50,4%. Depuis son entrée en vigueur, beaucoup de patients ont vu leurs frais médicaux diminuer, notamment ceux sous dialyse qui déboursent désormais 15 000 francs CFA par an. Séverin Doku. Aimé Fopa est un malade dialysé. Depuis une décennie, il souffre d'insuffisance rénale et doit pratiquer au moins une séance de dialyse par semaine pour s'assurer un minimum de confort vital, le tout pour une enveloppe de plus de 520 000 francs CFA l'année. Mais depuis le début de l'année 2024, pour ces séances de dialyse à l'hôpital général de Yaoundé, Aimé Fopa a déboursé la somme de 15 000 francs CFA, montant qui couvrira ce service toute l'année. Comme Aimé, l'ensemble des malades dialysés sur l'étendue du territoire camerounais bénéficient de ce service dans les 12 centres de dialyse que compte le pays. Un soulagement pour les personnes dialysées et leurs familles. Bien évidemment, comme tout le monde, c'était vraiment difficile de pratiquer les séances de dialyse. Depuis que le CSU est arrivé, nous avons trouvé une nette amélioration par rapport aux séances de dialyse et surtout au niveau financier. Vous voyez, nous quittons de 520 000 francs CFA par an à 15 000 francs CFA. C'est un grand pas. Quand je suis arrivée, on a directement pris mon fils en charge. Mon fils n'a jamais payé les séances de dialyse. J'ai juste payé l'enregistrement à 15 000 francs. Depuis lors, il bénéficie de services de dialyse gratuitement. Cet allègement financier découle de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, la CSU, entrée en vigueur au Cameroun le 12 avril 2023 et qui vise le renforcement du système de santé camerounais pour garantir à l'ensemble des Camerounais un accès aux soins de santé de qualité indépendamment de leur capacité financière. Si le projet, qui n'est qu'à sa phase 1, accuse quelques manquements, les autorités et les acteurs du secteur sont à l'œuvre pour améliorer sa qualité, notamment en termes de couverture, mais aussi de panier de soins. C'est une avancée révolutionnaire, mais il faut continuer à élargir l'offre de soins, à réduire de plus en plus les coûts et surtout à étendre de plus en plus pour que le maximum de districts de santé, le maximum de population ait accès à cette CSU. La CSU est présentée comme le moyen le plus efficace pour instaurer l'accès et l'utilisation des soins et services de santé essentiels de qualité partout. Elle ambitionne de réduire de 80% le paiement direct lié à l'utilisation des services de santé couverts par les cibles d'ici 2025. Pour l'heure, environ 2,5 millions de personnes bénéficient de la CSU. Le Cameroun qui parallèlement se prépare à l'approche des tournois de qualification olympique de basketball. Avant cette étape déterminante, le coach Alfred Aboya a présélectionné une liste de 26 joueurs, liste sur laquelle figure Pascal Siakam, l'ailier des Pacers de l'Indiana, Christian Djimadeu. Pascal Siakam fera-t-il ses débuts en équipe nationale du Cameroun à l'occasion du tournoi de qualification des Jeux Olympiques? La question fait débat depuis sa présélection par le coach Alfred Aboya le 3 mai 2024. La présence de Pascal Siakam, l'ailier de l'Indiana Pacers en NBA, 41 matchs disputés pour une moyenne de 22,2 points marqués, suscite l'enthousiasme des supporters des Lions Indomptables car celle-ci reste soumise à plusieurs hypothèques. C'est très difficile de dire si Pascal Siakam sera finalement là ou pas. Les contacts sont établis, certes, depuis quelque temps entre Pascal et la fédération, mais jamais il n'a affirmé qu'il serait là, même s'il n'a pas non plus infirmé. Et maintenant, son calendrier est très très chargé. Ils sont encore en compétition avec les Indiana Pacers. Après, il est en fin de contrat, il va devoir travailler sur la négociation de son contrat. Outre Pascal Siakam, Alfred Aboya a fait confiance à la quasi-totalité des joueurs ayant pris part au TQO d'Abuja au Nigeria, notamment la révélation de cette compétition, le meneur Jeremiah Hill. Le sélectionneur a également fait appel aux 3 joueurs camerounais qui vont participer à la draft NBA 2024. Yves Missi, Ulrich Chomché et Jonathan Tchatchoua. L'équipe de basketball du Cameroun cherche à disputer les premiers Jeux Olympiques de son histoire. Les 26 convoqués forment une équipe choc dont 12 seront retenus pour écrire une nouvelle page de l'histoire du basketball camerounais.
Maintenant, Pascal, dans une équipe nationale du Cameroun, c'est clair que l'équipe aurait un niveau beaucoup plus élevé, d'abord par le talent individuel de Pascal Siakam, mais aussi sur l'effet de synergie que ça va amener, parce que les autres joueurs vont être certainement beaucoup plus motivés, plus en confiance par là. Le Cameroun est logé dans la poule B du tournoi de qualification olympique qui va se disputer en Lettonie du 2 au 7 juillet 2024. Les Lions indomptables de la balle orange vont affronter le Brésil le 2 juillet et Monténégro le lendemain. Les deux meilleures équipes de la poule disputeront les demi-finales et seul le vainqueur du TQO se qualifie pour les Jeux Olympiques. Pour se préparer à ce rendez-vous, le Cameroun prévoit disputer 2 matchs amicaux contre l'Égypte le 24 juin et la Géorgie le 26 juin. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.